Dans cette troisième partie du chapitre consacré aux bases de traitement du signal, la numérisation des signaux et de leurs transformées de Fourier va être examinée, en introduisant la transformée discrète. L'utilisation pratique des transformées de Fourier, en dehors de quelques cas élémentaires, passe par la numérisation ou discrétisation des signaux temporels. Cette conversion analogique numérique ou digitalisation ne peut se faire qu'au prix d'une triple limitation de la quantité d'informations mémorisables. Tout d'abord, il y a troncature du signal temporel, car l'enregistrement possède un début et une fin. Le début correspond au déclenchement de l'enregistrement, pris généralement comme origine des temps. On arrête l'enregistrement lorsque le signal est considéré comme suffisamment faible, ou que sa suite ne présente pas d'intérêt. Cet instant final est noté T0. Ensuite le signal est échantillonné, c'est-à-dire que seules les valeurs mesurées pour des instants choisis sont mémorisées. Généralement, l'intervalle de mesure, 0 à T0, est divisé en n sous-intervalles de durée Te. Cela n'est pas encore suffisant car les valeurs mesurées sont continues et ne peuvent être stockées dans une mémoire numérique sur un nombre fini de valeurs binaires. Un convertisseur analogique numérique remplace donc chaque valeur par la valeur digitale la plus proche. La résolution du convertisseur est fonction de la taille de chaque mot de stockage, par exemple, 64, 128, 256 bits, etc. Examinons, tout d'abord qualitativement, les effets de ces trois limitations sur la transformée de Fourier. Tout d'abord voyons l'effet de la troncature. Considérons une fonction g du temps choisi pair pour que sa transformée de Fourier soit réelle. Ce choix est sans conséquence. Son seul but est une simplification de la représentation graphique. À noter que si la fonction du temps débute à t égale 0, on a vu précédemment qu'il suffit de multiplier la transformée par une fonction exponentielle, le résultat étant alors complexe. La troncature est la multiplication de la fonction du temps par une fonction rectangulaire, nulle en dehors de l'intervalle moins t0 sur 2, plus t0 sur 2, appelée aussi fonction porte. Sa transformée de Fourier est un sinus cardinal. Mais comme T0 est grand par rapport au temps d'échantillonnage TE, leur rapport étant n, typiquement égal à 1024 ou 2048, le sinus cardinal a un lobe central assez étroit et des lobes secondaires d'amplitude petite. On l'assimile, en première approximation à une fonction de Dirac, multipliée par T0. L'équivalent dans le domaine des fréquences de la multiplication temporelle est le produit de convolution, qui sera rappelé plus tard dans ce cours. La fonction de Dirac est la fonction neutre du produit de convolution. Donc la convolution de la transformée de Fourier avec cette fonction redonne la même fonction de la fréquence, simplement multipliée par T0. Donc en première approximation, la troncature de la fonction du temps n'a quasiment pas d'incidence sur sa transformée de Fourier. Considérons maintenant l'effet de l'échantillonnage. On peut interpréter celui-ci comme une multiplication de f de t par une fonction peigne de période Te, et d'amplitude 1. Le résultat est donc une série de points, plus commodément représentée par un spectre de n plus une raie, d'intervalle Te entre moins t0 sur 2 et plus t0 sur 2. La transformée de la fonction peigne d'échantillonnage est elle-même une fonction peigne, de période Fe, fréquence d'échantillonnage égale à 1 sur Te, et d'amplitude 1 sur Te. La convolution de la transformée de Fourier avec cette fonction peigne a pour résultat la duplication du motif g de oméga autour de chaque raie du peigne aux fréquences multiples de Fe. On parle souvent, à tort, de périodisation, puisqu'on est dans le domaine des fréquences et non des temps. On note immédiatement que la condition pour qu'il n'y ait pas de modification des motifs est qu'ils ne se recouvrent pas. Dans le cas contraire, on dit qu'il y a repliement du spectre. La fonction du temps, tronquée, et échantillonnée a donc pour transformée de Fourier celle de la fonction initiale g de j oméga, dupliquée ou périodisée, avec un intervalle de duplication Fe. Même en limitant la zone d'étude à une plage Fe, il reste encore une infinité de données à mémoriser, puisque la transformée de Fourier obtenue est une fonction continue de la fréquence, ce qui est incompatible avec le stockage dans une mémoire numérique, de taille forcément finie. Il est donc décidé de l'échantillonner également, c'est-à-dire de ne calculer ces valeurs qu'à intervalle de fréquence de 1 sur T0, ce qui se traduit par la multiplication par la fonction peigne, d'amplitude 1, et d'intervalle 1 sur T0 entre les raies. Le nombre d'échantillons pour un motif de longueur Fe est donc égal à n.
Le résultat est la fonction dupliquée et échantillonnée. Interprétons cette opération dans le domaine des temps. Bien que tout soit calculé dans le domaine des fréquences, on peut trouver une équivalence dans le domaine temporel. En effet, puisqu'à la multiplication des spectres fréquentiels correspond la convolution temporelle, la fonction de t échantillonnée est donc, en quelque sorte, convoluée avec la fonction peigne, transformée inverse de la fonction peigne d'échantillonnage en fréquence. Le résultat est une duplication dans le domaine temporel de période t0 et une multiplication de l'amplitude par t0. Conclusion, la transformée de Fourier discrète ou numérique fait donc correspondre une fonction fréquentielle, échantillonnée et périodisée, ou dupliquée, à une fonction temporelle échantillonnée et périodisée. On notera que le choix du même nombre n d'échantillons dans les deux domaines est arbitraire. Pour éviter le repliement de spectres, c'est-à-dire le recouvrement des motifs dupliqués de la transformée de Fourier, il faut que la fréquence maximale contenue dans le signal temporel soit inférieure à la demi-fréquence d'échantillonnage, appelée fréquence de Nyquist. D'où le théorème de Shannon, Fe supérieur à 2 fois la fréquence maximale du signal. Pour assurer cette condition, on place à l'entrée analogique des analyseurs un filtre passe-bas, dit filtre anti-repliement. Illustrons ce phénomène à l'aide d'un instrument virtuel. Considérons la fonction impulsion rectangulaire, non symétrique. Sa transformée de Fourier est complexe, et peut être représentée en partie réelle et imaginaire, ou en modules et phases ou arguments. La fonction du temps étant réelle, la partie réelle de la transformée de Fourier est paire, et la partie imaginaire, impaire. Passons à la transformée de Fourier discrète ou TFD. La fréquence d'échantillonnage est de 100 Hz et la fréquence de Nyquist de 50 Hz. D'où la transformée discrète superposée à la transformée théorique sur un intervalle -50 Hz à +50 Hz. On voit que les points représentatifs de la TFD se superposent assez bien aux courbes continues, aux faibles fréquences, mais s'en écartent sensiblement aux fréquences proches de la fréquence de Nyquist. Cela est particulièrement mis en évidence sur la courbe de module. Le premier lobe est correctement représenté, mais ce n'est plus le cas du dernier. C'est la manifestation du repliement du spectre. Une solution consiste à suréchantillonner la fonction temporelle, c'est-à-dire l'échantillonner à une fréquence plus élevée, ici 800 Hz, par exemple. On voit que les points du spectre discret se superposent nettement mieux à la transformée théorique. Toutefois, la résolution ne change pas, les points du spectre discret se répartissant sur la bande de -400 Hz à +400 Hz, dont on n'utilise que les 50 premiers Hz. Revenons sur l'effet de la troncature ou découpage par une fonction porte rectangulaire. Nous avions considéré que cette troncature était pratiquement sans effet, la transformée de Fourier de cette fonction porte étant assimilée, en première approximation, à une fonction de Dirac. Raisonnons sur une fonction cosinus infinie, dont la transformée de Fourier est constituée de deux fonctions de Dirac, à plus ou moins f0. La transformée de la fenêtre rectangulaire est en réalité un sinus cardinal, dont la décroissance des lobes secondaires n'est pas aussi rapide que supposé précédemment. La convolution entre les deux transformées de Fourier duplique le sinus cardinal autour de chacune des impulsions de Dirac. Il en résulte, à la place d'un spectre de deux raies, un élargissement du lobe principal, et l'apparition de lobes secondaires plus ou moins importants, qui de plus, se superposent aux basses fréquences, positives et négatives. Pour remédier à cet inconvénient, on remplace la fenêtre rectangulaire par une fonction de pondération, dont l'effet essentiel est de ramener à zéro les deux extrémités du signal, ce qui supprime les discontinuités de la fonction périodisée. On a une idée de l'effet de ces fenêtres de pondération, en comparant les transformées de Fourier d'une fonction rectangulaire et de la fonction de Hanning, souvent utilisée pour les signaux continus, et dont les lobes secondaires sont très affaiblis. Voyons un instrument virtuel qui montre plus complètement l'intérêt des fenêtres ou fonctions de pondération qui, rappelons-le, agissent dans le domaine des temps. La face avant de l'instrument virtuel présente deux graphes, la fonction du temps, et sa transformée de Fourier discrète. Différents cas sont programmés. Tout d'abord un nombre entier de périodes d'une fonction cosinus, échantillonnée à 100 Hz, dont la transformée de Fourier est représentée par son module, en échelle logarithmique, jusqu'à la fréquence de Nyquist de 50 Hz. On constate que la synchronisation est sans effet,
puisque le spectre correspond exactement à la transformée théorique, à savoir une fonction de Dirac. Considérons maintenant le cas d'un nombre fractionnaire de période. Des lobes secondaires apparaissent, dont les valeurs fluctuantes sont décroissantes en s'éloignant du lobe principal. La synchronisation fige le spectre dans un état dépendant de la phase initiale du signal, ici 90 degrés, puisqu'il s'agit d'un cosinus. L'utilisation d'un plus grand nombre de périodes améliore la résolution. L'application d'une fonction de pondération à la fonction du temps modifie l'importance des lobes secondaires. Voyons quelques exemples. La fonction de Hanning limite la fonction du temps par un cosinus nul aux extrémités. On voit que les lobes secondaires ont une décroissance plus forte. Hamming, cosinus non nul aux extrémités, réduit la largeur du lobe principal en atténuant les lobes secondaires. Kaiser-Bessel élimine les lobes secondaires, mais élargit le lobe principal. La fonction exponentielle décroissante est destinée aux réponses des structures à des chocs, elles-mêmes décroissantes. Elle n'est pas adaptée à une fonction cosinus dont l'amplitude est constante. La fonction force est une fonction rectangulaire appliquée au signal, généralement au début, car elle doit être utilisée sur des signaux impulsionnels, tels que ceux captés par les marteaux de choc. Elle ne convient pas non plus ici. Effectuons le calcul numérique des intégrales de Fourier. D'abord la transformée directe G de J-oméga, soit, pour la fonction tronquée, sur l'intervalle 0, T0, calculons numériquement cette intégrale, selon la méthode des rectangles, avec un découpage en n intervalles TE. On obtient G astérisque de J-oméga, fonction continue de la fréquence, périodique de période 1 sur TE, soit FE. Échantillonnons cette fonction G astérisque de J-oméga, aux fréquences multiples de 1 sur T0. N, nombre d'échantillons, est le rapport entre T0 et TE. Petit n sur T0 est la fréquence d'un échantillon quelconque du spectre. Pour obtenir une fonction de la fréquence homogène à la fonction du temps, il faut multiplier la densité spectrale G astérisque par 1 sur T0, c'est-à-dire intégrer entre deux échantillons. La fonction s'apparente alors à une série de Fourier, chaque ray contenant la puissance sommée entre deux échantillons. Gn est l'expression de la transformée de Fourier discrète. C'est une fonction périodique de période n. Réciproquement, évaluons la fonction G de t. En utilisant le découpage de G de J-oméga pour les valeurs multiples de 1 sur T0, et en remplaçant l'intégrale par une somme, on obtient G astérisque de t, fonction périodique de période T0. C'est encore une fonction continue du temps. Calculons la fonction aux instants multiples de TE. Par définition, les valeurs prises par la transformée de Fourier aux fréquences multiples de 1 sur T0 ont été notées G astérisque. Divisées par T0, elles donnent Gn, d'où l'expression de G astérisque de t, pour chaque instant KTE. En utilisant la périodicité n, on peut sommer entre 0 et n-1. La transformée de Fourier discrète fait correspondre deux fonctions échantillonnées et périodisées. Comme annoncé, finissons par examiner le schéma d'un analyseur par transformée de Fourier discrète. L'analyseur possède en général deux entrées analogiques parallèles destinées à recevoir, par exemple, un signal de force et un signal de réponse, accélération généralement. Ces deux entrées analogiques sont munies de filtres anti-repliement, qui coupent les signaux à la fréquence FC, inférieure à la fréquence d'échantillonnage FE, typiquement FC égale FE divisé par 2,56. On assure ainsi la condition de non-repliement des spectres. Les signaux filtrés sont envoyés sur des convertisseurs analogiques digital, qui les échantillonnent et numérisent les échantillons. Les valeurs numériques peuvent ainsi être stockées dans de mémoires d'entrée, soit renouvelées en continu, soit figées par un signal de déclenchement. Les signaux du temps, échantillonnés et discrétisés, sont soumis individuellement à la pondération par une fonction choisie, comme celle de Hanning, ou la fonction force sur une voie et la fonction exponentielle sur l'autre. Les transformées de Fourier discrètes sont calculées généralement par l'algorithme de FFT, Fast Fourier Transform, dont la rapidité est due à un choix d'un nombre n d'échantillons, égal à une puissance de 2, 1024, 2048, etc. Le nombre de rays du spectre affichable est le nombre d'échantillons de la fonction du temps, 1024, divisé par 2,56 pour tenir compte du filtre anti-repliement.
Une moyenne de ces spectres peut être réalisée, en particulier pour éliminer les bruits aléatoires contenus dans les signaux. La dernière partie correspond au calcul éventuel de la fonction de transfert entre les deux entrées, fonction de transfert qui sera explicitée ultérieurement. En résumé, les opérations se décomposent en trois parties: acquisition des fonctions du temps, calcul des transformées de Fourier discrètes, calcul, éventuel, de la fonction de transfert si les signaux d'entrée ont une corrélation entre eux. Ceci termine l'examen de la transformée de Fourier discrète, ses propriétés et ses limites.